Deux chiffres résument la nuit d'octobre au nord du Burkina Faso. Des drones qui bourdonnent sans relâche et des colonnes armées qui, soudain, cessent d'avancer. En quelques semaines, un pays présenté comme pauvre et impuissant passe du statut de proie à celui de chasseur méthodique, sous le regard incrédule de ses voisins. Pour un monde qui découvre Ibrahim Traoré à travers ce tournant, que signifie vraiment ce glissement silencieux du chaos vers le contrôle? Dans le ciel, au-dessus de Djibo, le bourdonnement qui annonçait la peur commence désormais à sonner comme un choix. Un choix. Ce récit promet de dévoiler non seulement comment une série d'opérations aériennes a inversé une guerre que l'on croyait perdue, mais aussi pourquoi cette transformation change la position même du Burkina Faso dans le Sahel. Le bénéfice central pour le lecteur tient en 10 mots. En 10 mots. Comprendre comment un pays fragile peut reprendre l'initiative stratégique. À mesure que les drones ont remplacé l'incertitude, chaque frappe a exposé un risque latent. La possibilité que ce nouveau contrôle s'accompagne d'un coût humain, politique et moral difficile à supporter sur la durée. Pourtant, ignorer cette histoire reviendrait à laisser dans l'ombre un laboratoire militaire et social unique en Afrique de l'Ouest. Entre l'espoir d'une sécurité retrouvée et la menace d'un pouvoir qui se durcit, l'enjeu n'est plus seulement local. Ce qui se joue ici pourrait annoncer la manière dont des États confrontés à la violence reformulent leurs priorités, leurs alliances et même leur identité. Le lecteur s'engage ainsi dans un chemin où chaque détail compte. La première révélation tient à un détail que beaucoup ont manqué. Entre début octobre et fin novembre, les frappes venues du ciel n'étaient pas improvisées, mais alignées sur un schéma d'anticipation que l'armée burkinabé n'avait jamais réussi à maintenir auparavant. Et la seconde est encore plus frappante. Chaque intervention décisive provenait d'un cycle renseignement drone-troupes au sol si rapide qu'il réduisait parfois de moitié les délais qui, autrefois, condamnaient les villages à l'attaque. Ces deux ruptures structurent tout le reste. Tout le reste. Lorsque les capteurs ont détecté un convoi avançant vers Djibo, il n'a pas été question d'attendre des jours de confirmation comme par le passé. Un verrouillage unique, une autorisation de tir, puis le silence. Un silence décrit dans les villages, non comme un répit, mais comme une justice différée depuis des années. Les mêmes dynamiques se répètent près de Borzanga, où une cellule spécialisée dans les attaques par drone a été neutralisée avant même la tombée de la nuit. Puis vient la nuit du 25 octobre, désormais racontée comme un basculement, des signatures thermiques repérées dans une vallée isolée, deux TB2 ajustant leur vol, et au lever du jour, une position ennemie qui n'existe plus. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas un ornement narratif, mais un nœud politique et opérationnel. Sa posture, insistance sur l'autonomie, refus d'attendre les conseils extérieurs, confiance dans les réseaux locaux VDP, structure la logique du retournement. Ce n'est pas seulement une évolution tactique. C'est un changement de culture militaire, ancré dans une méfiance envers les lenteurs internationales et une préférence radicale pour la décision immédiate. Le Burkina Faso, longtemps réduit à un espace où l'insécurité imposait son rythme, s'inscrit désormais dans une chronologie réécrite par ses propres unités. L'histoire qui se déroule ici ne cherche pas à impressionner, mais à expliquer comment un pays souvent perçu comme vulnérable a choisi d'altérer son destin par la vitesse, la coordination et une nouvelle grammaire du contrôle territorial. Au cœur de cette séquence militaire accélérée, un fil conducteur émerge à travers les témoignages des unités engagées. Ce sont les acteurs de terrain, soldats, volontaires VDP et opérateurs de drones, qui décrivent le mieux la transition entre vulnérabilité et prise d'initiative. Un sergent basé près de Djibo résume la différence en quelques mots. Auparavant, ils arrivaient toujours trop tard. Désormais, ils atteignent les positions ennemies avant que l'assaut ne se forme.
Ce récit sert de boussole pour comprendre ce qui s'est joué dans les premières semaines d'octobre. Un volontaire de Borzanga évoque la coordination ancrée dans les villages. Leur rôle n'était pas d'attaquer, mais de signaler rapidement les mouvements suspects, transformant chaque sentier, chaque carrefour en point d'alerte. Ce maillage d'observation, qui paraissait autrefois fragmenté, est devenu l'un des leviers les plus décisifs des opérations. Les images aériennes, croisées avec les signaux locaux, ont permis de réduire l'incertitude là où elle paralysait traditionnellement l'action. L'impact précoce de cette dynamique dépasse la simple efficacité militaire. Dans certaines zones, les routes fermées depuis des mois ont rouvert brièvement, permettant d'acheminer du grain ou des médicaments. Les écoles partiellement abandonnées ont vu quelques classes reprendre sous la surveillance de patrouilles. Ces améliorations demeurent fragiles, mais elles illustrent l'effet immédiat de la nouvelle méthode. Un territoire qui cesse d'être entièrement réactif et commence à imposer son propre rythme. Le véritable « so what » tient en quelques mots. Les premiers résultats ont convaincu les populations que l'effort pouvait fonctionner, créant l'élan indispensable aux opérations qui suivront. Le déclencheur apparaît tôt dans le mois d'octobre, lorsque les opérateurs de terrain signalent un mouvement inhabituel près de Djibo. Un convoi armé avance rapidement, suivant les mêmes schémas d'approche qui avaient autrefois pris de vitesse les garnisons locales. Habituellement, un tel repérage débouchait sur des jours d'incertitude, le temps que les confirmations remontent la chaîne hiérarchique, laissant au groupe armé une marge d'action souvent fatale. Cette fois, la boucle décisionnelle est réduite à son strict minimum. Un drone verrouille la cible, un commandant autorise la frappe, et en quelques minutes, le convoi cesse d'exister. Pour les habitants, ce basculement n'apparaît pas comme un hasard, mais comme la première démonstration concrète d'un nouvel ordre tactique. Le second mouvement se produit quelques jours plus tard, au nord de Borzanga. Une cellule spécialisée dans les attaques par drones artisanaux est identifiée avant la tombée de la nuit. Au lieu de mener une opération d'encerclement classique, lente et risquée, les unités combinent surveillance aérienne et progression terrestre calibrée. La neutralisation rapide de cette cellule, sans chaos visible, est décrite par plusieurs témoins comme un signal. Le champ de bataille commence à favoriser ceux qui anticipent plutôt que ceux qui se dissimulent. Cette impression se renforce lorsqu'une cache d'armes est découverte près de Djibo, non par chance, mais grâce à la corrélation entre images thermiques et alerte locale. Le point culminant survient le 25 octobre, une nuit désormais racontée par les soldats comme un réveil stratégique. Dans une vallée reculée près de Yamba, des signatures thermiques révèlent la présence d'un groupe endormi. Les drones TB2 ajustent leur trajectoire pendant que les unités au sol bloquent les issues potentielles. Les frappes descendent dans l'air froid du Sahel. Et à l'aube, la position n'est plus opérationnelle. Pour les communautés proches, l'épisode marque l'effacement temporaire d'une peur installée depuis des années. Pour les analystes régionaux, il illustre la maturation d'une coordination qui paraissait hors de portée jusqu'alors. Dans ce déroulé, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique structurant. Son insistance sur l'autonomie, son rejet de la dépendance au Conseil extérieur et son choix d'intégrer les volontaires locaux dans la chaîne de décision créent un cadre où rapidité et initiative deviennent la règle. Les opérations ne reposent pas sur la chance, mais sur une grammaire d'action qui privilégie l'exécution immédiate. Ce n'est pas seulement une transformation technique, c'est un tournant doctrinal qui repositionne l'armée face aux défis du Nord. Le contre-coup, cependant, se manifeste dans les zones civiles. Si les routes rouvertes permettent brièvement le transport de grains et de médicaments, cette progression reste fragile. Les écoles, qui accueillent à nouveau quelques élèves, le font sous protection armée. Dans certains villages, la méfiance demeure. Les habitants savent que les groupes armés se dispersent, apprennent et reviennent bien parfois par d'autres itinéraires. Pourtant, l'effet cumulatif des opérations laisse une trace visible. L'initiative change de camp, même si l'issue globale reste incertaine. La séquence
Déclencheur, point culminant, contre-coup, ne raconte pas une victoire totale, mais un changement de rythme. Le Burkina Faso cesse d'absorber les coups et commence à dicter la cadence. Une évolution dont chaque bataille locale devient le reflet. La dynamique militaire du Burkina Faso entre octobre et novembre s'appuie sur 3 repères quantitatifs présents dans le récit original, chacun éclairant une facette de la transformation opérationnelle. Le premier est la neutralisation de centaines de combattants, un volume décrit non pas comme un exploit isolé, mais comme le résultat d'une succession de frappes alignées sur des boucles renseignement-exécution accélérées. Ce nombre illustre la rupture tactique majeure. Des opérations jadis dispersées deviennent soudain cohérentes. Ce volume, même approximatif, montre que la nouvelle méthode a réduit la capacité des groupes armés à se regrouper durablement. La portée de cette estimation devient claire à travers une simple idée. Elle reflète un effet cumulatif plutôt qu'une action ponctuelle. Le deuxième indicateur provient de la mise hors service de des dizaines de places fortes. Ces sites ne sont pas décrits comme de vastes bastions défendus, mais comme des points logistiques et tactiques que les militants utilisaient pour circuler entre Djibo, Arbinda et Yamba. Leur démantèlement ne signifie pas un effacement définitif de la menace, mais il marque le recul d'infrastructures qui permettaient aux groupes armés de se régénérer. Ce chiffre traduit une évolution structurelle importante. L'espace opérationnel ne favorise plus automatiquement les assaillants. En d'autres termes, chaque position détruite réduit la capacité des groupes extrémistes à stabiliser leurs itinéraires. Le troisième repère quantitatif concerne la mobilisation civile. Plus de 100 milliards de francs CFA collectés par le Fonds de soutien patriotique, un montant décrit explicitement comme provenant du peuple, et non de donateurs étrangers. Cette somme, qui semble vertigineuse pour un pays aux ressources limitées, traduit un engagement collectif d'une ampleur historique. Les enseignants, les chauffeurs, les agriculteurs et les commerçants ont participé sans contrainte formelle, donnant argent, récolte, carburant ou animaux. Ce chiffre devient significatif pour une raison simple. Il montre qu'une nation en guerre peut se financer elle-même lorsqu'elle estime que sa survie en dépend. L'effet de ces 3 indicateurs se renforce lorsqu'on observe les évolutions logistiques décrites dans le texte. Les routes, temporairement rouvertes, montrent l'impact direct des opérations. Le grain circule de nouveau vers le nord et les médicaments atteignent des zones longtemps coupées du reste du pays. Les écoles partiellement réouvertes, bien que dépendantes de la présence militaire, témoignent d'un retour progressif à la vie civile. De telles améliorations, même fragiles, n'aurait pas émergé sans la combinaison des facteurs mesurés plus haut. Le récit souligne également que la transformation militaire repose sur une architecture plus large, l'intégration des VDP, l'adaptation des unités régulières et l'usage de drones capables d'agir avec précision là où les troupes Osugopo auraient été exposées. Les informations circulent désormais plus vite et les frappes sont décidées sans les latences qui paralysaient auparavant les commandements. Chaque chiffre issu du terrain devient alors un point de référence, permettant d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle grammaire stratégique. Ainsi, au lieu de constituer de simples données isolées, ces 3 mesures forment ensemble un tableau cohérent. La neutralisation de combattants, la destruction de points d'appui et la mobilisation financière intérieure dessinent les contours d'une mutation profonde, où la guerre n'est plus seulement subie, mais progressivement orchestrée par ceux qui vivent sur le territoire. 2 lectures opposées émergent lorsque l'on observe la montée en puissance militaire du Burkina Faso pendant l'automne 2025. La première affirme que la coordination accrue entre drones, unités au sol et réseaux locaux VDP représente une forme d'efficacité rare dans le Sahel. Les partisans de cette vision rappellent que les frappes de début octobre ont stoppé un convoi en approche de Djibo,
que des cellules spécialisées ont été neutralisées avant la tombée de la nuit et que l'opération du 25 octobre, dans la vallée près de Yamba, démontre une précision rarement atteinte jusque-là. Pour eux, ces résultats prouveraient que le pays a enfin trouvé une doctrine capable de réduire l'initiative des groupes armés. La seconde lecture adopte une posture plus inquiète. Elle souligne que l'intensification des opérations aériennes et la centralisation des décisions s'accompagnent d'un coût politique et humanitaire. Les critiques évoquées dans le texte parlent de civils victimes, de journalistes détenus et de préoccupations exprimées par certaines ONG quant au risque de dérive autoritaire. Elles rappellent aussi que même si des routes ont rouvert et que des écoles ont partiellement repris, ces retours à la normalité restent fragiles et dépendants d'une militarisation croissante. Pour cette lecture-là, l'efficacité tactique pourrait masquer une tension plus profonde entre sécurité et liberté. La réponse, fondée sur les données du récit, ne nie pas la validité de ces inquiétudes, mais souligne l'élément central. La transformation décrite repose avant tout sur un choix collectif, visible notamment dans la mobilisation du Fonds patriotique et dans l'implication des volontaires locaux. Le texte montre aussi que les opérations n'ont pas créé un calme total, mais un espace où la peur recule suffisamment pour permettre le passage de convois civils et la réouverture partielle d'écoles. Ces nuances invitent à considérer que le phénomène n'est ni un modèle parfait, ni un simple glissement autoritaire, mais une réponse improvisée et évolutive à une menace persistante. Une fissure change tout. Au milieu de cette montée en puissance, une rupture narrative discrète apparaît. La guerre ne se décide plus seulement dans le ciel ou dans la poussière, mais dans la manière dont une nation accepte de redéfinir son propre rôle. Les premières victoires ont révélé un phénomène inattendu. Les soldats, les VDP et les civils ne constituent plus trois sphères séparées, mais une même chaîne de survie. Cette fusion informelle modifie l'équilibre des responsabilités et crée une zone grise où le citoyen devient parfois opérateur, parfois éclaireur, parfois soutien logistique. Dans cette transformation, la présence d'Ibrahim Traoré opère comme un repère symbolique plutôt qu'un simple commandement. Son insistance sur l'autonomie forge un langage commun qui circule entre les unités et les villages. Le changement décisif ne réside pas seulement dans les drones ou la coordination, mais dans un consensus implicite. L'effort appartient désormais à ceux qui le vivent directement. Cette révélation du midpoint ne promet pas une victoire rapide, mais elle montre pourquoi la dynamique n'a pas ralenti malgré la fatigue, les pertes et les critiques extérieures. Quelque chose, dans cette adhésion collective, empêche le pays de revenir en arrière. Les conséquences pratiques de cette transformation se déploient sur 4 axes distincts, chacun révélant comment le pays absorbe et réinterprète le choc militaire. Les structures étatiques, longtemps freinées par la lenteur et la fragmentation, se recentrent toujours autour de la logique d'urgence décrite dans le récit. Les centres de commandement régionaux, rapprochés des zones de combat, réduisent les délais de réaction et imposent un rythme plus rapide aux institutions civiles. L'État adopte une posture où la sécurité prime nettement sur les autres priorités, assumant la décision de reporter certaines élections. Cette orientation s'aligne sur la vision d'Ibrahim Traoré, qui mise sur une continuité opérationnelle plutôt qu'un retour immédiat au rituel politique. L'activité économique subit des tensions directes. L'acheminement des biens essentiels dépend désormais des couloirs sécurisés et des routes rouvertes temporairement. Les écoles transformées en hubs logistiques et les hôpitaux privés de certaines fournitures montrent que chaque secteur redistribue ses ressources vers l'effort de guerre. Les marchés reprennent partiellement vie lorsque le calme relatif revient, mais cette dynamique reste fragile et sensible au moindre revers. L'économie, déjà vulnérable, se recompose autour de la survie plutôt que de la croissance. Les habitants des zones de Djibo, Arbinda ou Yamba constatent des changements immédiats. Les nuits gagnent en silence, les déplacements deviennent moins dangereux et l'accès à l'aide revient par moments. La mobilisation populaire à travers le Fonds patriotique
révèlent une volonté de prendre part à la défense de manière tangible, qu'il s'agisse d'argent, de carburant ou de récolte. Dans les villages, la distinction entre citoyens et participants à l'effort se brouille, créant une forme de solidarité contrainte. Mais cette participation s'accompagne d'un poids émotionnel immense, fatigue, deuil et la conscience persistante que la menace peut réapparaître. Les armées du Mali, du Niger et même du Tchad observent attentivement les opérations burkinabées, cherchant dans cette évolution un modèle ou un avertissement. Les victoires rapides, bien que limitées, modifient la perception régionale, en montrant qu'une armée locale peut inverser une dynamique d'insécurité sans dépendre entièrement d'acteurs extérieurs. Cette nouvelle posture influence également les relations avec les partenaires internationaux, souvent déstabilisés par un discours de souveraineté affirmé. Dans cette reconfiguration, Ibrahim Traoré devient une figure régionale dont les actions redessinent la conversation stratégique au Sahel. À travers ces 4 axes, les effets concrets du tournant militaire ne se résument pas à des cartes ou des rapports. Ils se traduisent dans les routines, les priorités et les choix collectifs d'un pays qui tente de survivre en redéfinissant son propre fonctionnement. Dans les mois qui suivent, 3 trajectoires plausibles émergent à partir des dynamiques observées dans le récit. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais organisent les tendances déjà visibles. Militarisation croissante, mobilisation populaire et pression extérieure accrue. Ces scénarios décrivent ce qui pourrait advenir si les mêmes causes continuent de produire leurs effets dans un Sahel instable. Le pays maintient son rythme opérationnel grâce aux drones, au réseau de volontaires et à la mobilité terrestre renforcée. Les routes essentielles rouvrent par intermittence, permettant le passage du grain et de la médecine, mais sans restaurer complètement la vie civile. Les critiques internationales persistent, surtout autour des risques humanitaires et des élections repoussées, mais elles n'entravent pas directement les opérations. Le Burkina Faso reste dans une zone intermédiaire, ni effondrement, ni stabilisation durable, mais un équilibre tendu où les victoires locales compensent la pression permanente. La coordination décrite dans le récit s'améliore davantage. Les centres de commandement régionaux deviennent plus efficaces, les VDP renforcent leur capacité d'observation et les frappes précises empêchent les groupes armés de reformer des noyaux opérationnels. Les routes rouvrent plus souvent, les écoles partiellement actives accueillant davantage d'élèves et la population ressent une baisse nette de la peur. La mobilisation populaire continue à soutenir l'effort sans provoquer d'effondrement civil immédiat. Le Sahel observe ce modèle avec attention, ce qui confère une nouvelle légitimité stratégique au pays. La pression économique, déjà évidente dans les hôpitaux manquant de fournitures et les villages déplacés, s'aggrave. Les groupes armés, s'adaptant aux drones et à la surveillance, fragmentent leurs unités et ouvrent de nouveaux fronts. Les critiques extérieures se transforment en sanctions ou en ruptures diplomatiques, compliquant l'approvisionnement logistique. La fatigue populaire s'accroît et fragilise l'unité décrite dans le texte. Les gains militaires demeurent, mais se paient d'un coût social que même un appareil de sécurité renforcé ne parvient plus à compenser. Pour comprendre ce que cette transformation signifie au-delà des opérations militaires, il faut revenir à la manière dont 3 cercles, observateurs internationaux, diaspora et communautés locales, perçoivent ce moment charnière. Le récit met en évidence que, pour beaucoup, la guerre ne se mesure pas seulement en frappes réussies, mais en nuits enfin silencieuses, en routes brièvement rouvertes ou en visages entendus à la radio nationale. À travers ces fragments, le lecteur peut percevoir ce qui motive réellement l'adhésion ou la crainte. Groupe A. Ceux qui suivent la sécurité. Pour ces observateurs, les opérations apparaissent comme un exemple rare de rééquilibrage dans une zone longtemps dominée par l'instabilité. Les frappes coordonnées, la neutralisation de points d'appui et les routes sécurisées rappellent que la rapidité peut parfois remplacer les moyens abondants.
Ce groupe voit dans le récit une démonstration de ce qu'un appareil réduit mais discipliné peut accomplir. Groupe B. Ceux qui ressentent la dimension humaine. Le texte évoque les familles déplacées, les mères qui redoutent encore le retour du vacarme, et les communautés qui survivent entre eux, entre fatigue et solidarité. Ce groupe perçoit surtout le coût émotionnel, le deuil, l'incertitude et l'effort collectif qui repose sur des sacrifices minuscules mais constants. Il liste cette histoire comme une lutte pour continuer à vivre malgré la pression. Groupe C, ceux qui s'interrogent sur l'avenir politique. Les critiques concernant les élections retardées et les risques de dérive autoritaire trouvent ici un terrain de réflexion. Pour eux, la tension entre sécurité et liberté demeure centrale. Ils voient dans le récit un miroir des dilemmes auxquels un État en guerre essaie confronter. En reliant ces trois perspectives, le lecteur saisit que cette histoire dépasse les drones. Elle touche à la manière dont un pays, et ceux qui l'observent, appréhendent sidouement la survie. Dans la continuité des transformations décrites, plusieurs étapes structurées peuvent être dégagées pour comprendre comment le Burkina Faso pourrait consolider les gains obtenus tout en limitant les tensions internes. Ces étapes ne constituent pas des prescriptions externes, mais la prolongation logique des dynamiques déjà visibles dans le récit. Elles s'appuient à la fois sur les efforts militaires, l'implication civile et la volonté politique incarnée par Ibrahim Traoré. Étape 1. Stabiliser les routes vitales. Les unités doivent soit maintenir les corridors logistiques déjà rouverts afin d'assurer l'acheminement du grain, des médicaments et des fournitures essentielles. Cette action doit être continue, mesurée par la fréquence de passage des convois et la capacité des marchés locaux à fonctionner sans interruption prolongée. Étape 2. Renforcer les centres de commandement régionaux. Le récit montre que leur proximité avec les zones de conflit réduit les temps de réaction. Les consolider, par des équipes mieux coordonnées et une communication plus fluide, permettrait de maintenir cette rapidité. Le succès se mesure ici au délai entre détection et intervention. Étape 3. Structurer le rôle des volontaires. Les VDP et les réseaux civils ont prouvé leur utilité en fournissant des alertes locales. Les organiser formellement, sans réduire leur flexibilité, offrirait une fiabilité accrue. Leur efficacité peut être évaluée par le nombre d'incidents détectés avant qu'ils ne deviennent des menaces. Étape 4. Préserver l'espace civil minimal. Les écoles partiellement ouvertes et les services essentiels doivent continuer à fonctionner malgré la pression militaire. Leur maintien constitue un indicateur de résilience sociale. Étape 5. Clarifier la trajectoire politique. À travers la posture d'Ibrahim Traoré, le récit laisse entendre que le pouvoir de transition doit communiquer clairement sur le calendrier futur. La stabilité dépendra de la capacité à équilibrer sécurité et attentes citoyennes. Le fil émotionnel de cette histoire ramène inévitablement vers ceux qui ont porté l'effort dès les premiers jours. Les soldats qui avançaient dans la poussière, les VDP qui surveillaient les pistes, et les opérateurs de drones qui scrutaient la nuit pour protéger des villages qu'ils connaissaient par cœur. Ce sont ces mêmes acteurs de terrain, évoqués plus tôt, qui donnent un sens humain aux opérations décrites. À travers eux, l'évolution du pays n'apparaît pas comme une abstraction stratégique, mais comme une réalité vécue, faite de fatigue, de décisions rapides et de silences lourds après chaque frappe. Dans cette trajectoire, la figure d'Ibrahim Traoré sert d'ancrage, non pas comme une icône lointaine, mais comme un rappel de la volonté politique qui a transformé l'initiative locale en mouvement national. Le récit montre que la guerre s'est enracinée dans la vie quotidienne, jusqu'à effacer parfois la frontière entre citoyens et défenseurs. Pourtant, au cœur de cette tension, persiste une forme de dignité.
celle qui naît des gestes ordinaires, accomplis sous la pression extraordinaire. Dans le calme relatif qui suit ce long parcours, il reste une question silencieuse. Que fait-on d'une histoire qui continue d'évoluer chaque nuit au Sahel? Le récit ne demande pas d'adhésion ni de jugement, mais une attention sincère à ce que vivent ceux dont la sécurité dépend parfois d'un simple bourdonnement dans le ciel. Comprendre ces dynamiques, c'est reconnaître que derrière chaque opération se trouvent des familles, des marchés, des routes et des voies qui tentent donc d'exister, malgré l'incertitude. Si cette analyse a permis d'éclairer un fragment de cette réalité, alors la suite appartient à ceux qui choisissent de regarder sans détourner le regard, partager, discuter, questionner. Autant de façons de refuser que ces histoires disparaissent dans le bruit du monde.